Bonjour Olivier, Bonjour Marc. bonjour à tous, je me présente, Marc Delaveau, je suis responsable du marché agricole au sein du CIC Sud-Ouest et je suis accompagné d'Olivier Dupetit. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je suis donc Olivier Dupetit, le responsable de l'ingénierie sociale au sein du CIC Sud-Ouest. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce webinaire dédié à l'optimisation fiscale pour vos activités agricultrices, agriculteurs. Vous le savez, par nature, vos revenus sont de plus en plus fluctuants. En parallèle, le niveau de capitaux à investir pour créer, développer et accompagner vos activités agricoles est de plus en plus important, encore plus actuellement avec l'augmentation du prix des matières premières. Il en résulte que dans certains cas, la rentabilité de vos activités dépend notamment pour partie de votre capacité à optimiser fiscalement vos revenus. Lorsque l'on parle d'optimisation fiscale, nous sommes souvent face à une sorte de labyrinthe dans lequel il est difficile de se repérer. Globalement, nous pourrions dire qu'en termes d'optimisation fiscale, il y a deux univers. Le premier englobe les différentes options ou mécanismes fiscaux, mécanismes législatifs de fond et structurants que vous pouvez mettre en place, notamment avec vos conseillers juridiques. Je parle de là les différents mécanismes pour lisser vos revenus, les modifications de date de clôture par exemple, les possibilités de réévaluation d'actifs, d'évaluation de vos stocks, modifier votre organisation juridique avec par exemple le passage en société, la mise à disposition de votre foncier. Mais ça peut être aussi agir sur vos options fiscales, allant du bénéfice agricole bien sûr et du micro-BA jusqu'à l'IS. Nous vous proposons sur ce webinaire d'aller plutôt dans le second univers. C'est d'aborder l'optimisation fiscale au travers d'une boîte à outils simple et dynamique que votre conseiller met à votre disposition et qui vous permet d'optimiser chaque année votre fiscalité en fonction de votre situation. Le premier outil que nous allons aborder est la déduction d'épargne de précaution, qui permet de se protéger face aux aléas tout en défiscalisant. Ce dispositif est un dispositif qui date de 2019 à destination des exploitants agricoles qui soient soit en individuel ou en société et qui relèvent du bénéfice agricole, en bénéfice réel normal ou simplifié. Le plafond de la DPE, en fait, cette déduction fiscale, vous pouvez la passer en fonction de votre bénéfice de l'année. Il peut être de 27 000 € jusqu'à 41 400 € en fonction de votre niveau de bénéfice. Pour les GAEC et les ERL, chacun des plafonds peut être multiplié par le nombre d'associés dans la limite de 4 et le plafond global de DEP que vous pouvez passer est de 150 000 €. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Dans les 6 mois suivant la date de clôture de votre exercice, et au plus tard à la date limite de dépôt de votre déclaration fiscale, vous pouvez donc exercer cette déduction et vous devez verser une somme allant entre 50% et 100% de cette déduction sur un compte courant épargne de précaution agricole. Cette épargne doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation et vous avez 10 ans pour réintroduire ces sommes dans l'exercice et naturellement l'année de réintroduction, ces sommes seront fiscalisées. Je précise que le compte courant épargne précaution agri peut être rémunéré par votre banque, il est rémunéré à hauteur de 0,10% chez nous au CIC et ne supporte aucun frais de gestion. Un petit exemple pour comprendre précisément comment fonctionne cette déduction. Prenons par exemple une ERL unipersonnelle qui fait un bénéfice agricole de 52 000 €. Votre plafond maxi de déduction sur cet exercice sera de 34 300 €. Vous pouvez donc souscrire un compte DEP dans votre banque, y déposer 20 000 €. Nous sommes bien là sur un montant qui est entre 50 et 100% de votre déduction.
Et vous pouvez ainsi déduire jusqu'à 34 300 € sur votre bénéfice agricole. En clair, vous n'allez déclarer que 17 700 €. Vous imaginez l'impact fort que vous trouvez au niveau de votre impôt sur le revenu et de votre assiette de cotisation MSA. Au niveau du fonctionnement encore du dispositif fiscal DEP, quelques petits points d'attention. Au moment de la constitution de cette déduction, en cas d'absence de trésorerie, vous avez la possibilité de remplacer votre versement au sein de votre compte courant par l'acquisition ou la production de stock. Ça peut être stock de fourrage, intéressant si vous êtes éleveur. Ça peut être des produits ou d'animaux dont le cycle est supérieur à 1 an. Ça peut être intéressant pour les éleveurs, par exemple, mais ça peut être aussi, par exemple, pour des viticulteurs. Et aussi aux avances en culture qui sont en lien avec les deux catégories précédentes. Au niveau de la réintégration de la DEP, l'intérêt c'est que vous pouvez réintroduire les sommes que vous avez déduites sans aucun justificatif, mais attention, la déduction sur les plus-values, l'exonération sur les plus-values dans le cadre de l'article 151 septies, ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériel roulant acquis lors d'un exercice au titre duquel les déductions ont été rapportées, et ceci dans les 2 ans précédant leur cession. En clair, si vous investissez dans un tracteur l'année où vous avez réinjecté votre DEP, alors si ce tracteur est cédé dans les 2 années qui suivent, vous ne pourrez pas, si vous êtes dans la tranche des entreprises agricoles déductibles de plus-value, alors vous ne pouvez pas faire jouer cette plus-value sur la revente de ce matériel. Voilà sur la premier dispositif que je souhaitais vous présenter. Et un autre dispositif qui est très intéressant dans la boîte à outils, c'est la possibilité de préparer sa retraite tout en défiscalisant. Et je passe la parole maintenant à Olivier Dupetit qui va vous en dire plus concernant ce dispositif. Merci Marc pour ces explications sur la DEP. Si dans le champ d'intervention qui est plus de mon domaine, nous allons parler maintenant de l'humain à travers effectivement le PER individuel, le PER1 qui va permettre, comme tu l'as dit, de préparer sa retraite par le biais de l'entreprise tout en défiscalisant. Alors, on va devoir passer par quelques petits schémas pour bien comprendre comment fonctionne l'enveloppe auquel aura droit chacun des exploitants. La base de calcul, elle est à minima pour tout un chacun, pour chaque exploitant, de 10% du PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour rappel, pour 2021 et vraisemblablement aujourd'hui, on pense que 2022, il ne bougera pas, il est de 41 136 €. Donc 4 114 € pour cette année et pour l'année suivante. Si le bénéfice agricole de l'année en cours est supérieur à ce montant du PAS, avec un plafond de 8 fois le PAS, les modalités de calcul vont se faire de la façon suivante. 10% du bénéfice agricole limité à 8 PAS, plus 15% du bénéfice agricole compris entre 1 et 8 fois le PAS. C'est ce qu'on appelle communément dans notre jargon le MAT 10, MAT 15, 10% des revenus plus 15% des revenus réels, moins le plafond annuel de la sécurité sociale. À ce stade, je voudrais juste introduire les éventuelles déductions qui viendront manger, si je puis dire, déjà sur ce plafond. Ce sont les versements de l'année d'abondement sur un PERCOI ou un PERECOLI et, le cas échéant, de versements déjà réalisés sur un contrat Madelin, qui était le contrat antérieur devenu PER individuel, ou d'un autre PER individuel, ou de celui dont nous parlons, pour lequel on a déjà versé sur le début de l'année. Une fois qu'on a fait ces calculs, mon enveloppe, les éventuelles déductions, c'est donc le disponible fiscal professionnel qu'il nous reste à consommer avant la fin de l'exercice. Ce disponible a la particularité dans le monde agricole, et il y en a beaucoup, c'est d'avoir des conjoints collaborateurs, c'est non pas de se partager, mais d'attribuer au conjoint collaborateur une enveloppe qui lui est propre et qui est de 30% de celle de l'exploitant en titre. Alors,
à l'image de ce que tu as fait tout à l'heure, on va prendre un petit exemple pour illustrer, parce que tout ça peut paraître parfois un peu barbare. L'exemple de Anne, maraîchère, travailleur non salarié, donc exploitante individuelle, qui n'a pas de salarié dans son exploitation. Elle a un bénéfice agricole pour 2021, donc on présuppose, encore une fois, l'année n'est pas terminée, de 50 000 euros. Le plafond annuel de la sécurité sociale est rementionné, il est de 41 136 euros. Comment allons-nous appréhender son enveloppe? Le plafond est donc le suivant, 10% de son bénéfice agricole, donc 10% de 50 000 euros égale 5 000 euros, et on va y ajouter 15% de son bénéfice réel pour la partie qui est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15% de 50 000 moins 41 136 égale 1 329,60 €, qu'on arrondira à 1 330 €. Le disponible fiscal professionnel de l'année 2021 pour Anne est donc de 5 000 plus 1 330, soit 6 330 €, somme qu'elle pourra verser sur un produit retraite, qui viendra en charge sur l'exploitation, venir s'imputer sur un compte qui lui sera propre, quel que soit son avenir et son devenir professionnel, et qui, bien évidemment, mais là tu es mieux placé que moi pour en parler, viendra, par la réduction de son bénéfice imposable, réduire également son assiette de cotisation MSA. Alors là, nous étions dans le disponible fiscal professionnel qui est calculé sur les résultats, sur le bénéfice agricole de l'année en cours. Mais une fois qu'on a fait ça, et peut-être que Anne n'aura pas consommé ces 6 330 €, elle aura droit, l'année prochaine, au titre des revenus 2021, d'avoir à travers, et elle le constatera à travers son avis d'imposition, un disponible fiscal individuel dans lequel elle pourra faire des versements supplémentaires qui viendront réduire son revenu imposable. Je vais vous en montrer les modalités pratiques. La base de calcul, ce sont les revenus d'activité professionnelle de l'année précédente tels que déclarés en première ligne de son avis d'imposition, limité à 8 passes avec un minimum de 10% du pass, avec et tenant compte de la déduction pour frais professionnels de 10%. Si je raisonne sur un exemple basique en base 100, revenu 100, moins 10% de frais forfaitaires professionnels 90, mon imposition est de 90, j'ai donc droit à 10% de cette somme, mais dont il faudra tenir compte de ce qui aurait été versé au titre professionnel l'année précédente. Bien évidemment, à l'image du disponible professionnel, toujours ce minimum syndical, si je puis dire, de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, si c'est plus favorable que 10% des revenus de l'année écoulée. On déduira, et c'est là le moment d'attention, les versements de l'année précédente, employeurs et salariés à titre obligatoire sur un article 83 ou un PER obligatoire. Dans le monde agricole, on en rencontre assez peu, mais on verra également qu'on déduira les versements de l'année précédente en tant que travailleur indépendant, le fameux MAT 10, MAT 15, mais uniquement pour ce qui sera consommé au-delà de l'enveloppe des 15%, donc tout ce qu'on aura ponctionné dans l'enveloppe des 10% du revenu. On y déduira également les éventuels abondements d'employeurs sur un PERCO ou un pérécole, et on y déduira, si dans certaines exploitations il pouvait en être, les transferts de jours de CET, de compte épargne-temps, ou les jours de congé ou de RTT qui n'auraient pas été pris et qui auraient été monétisés soit sur un PERCO, soit sur un article 83, ou sur un PER, qu'il soit obligatoire. Là, nous obtenons notre disponible fiscal. C'est ce que j'appelle communément dans mon jargon, pour que ça parle à tout le monde, ma petite échelle d'intérêt que tout le monde pourra constater sur son avis d'imposition en dernière page. La première colonne étant pour le cotisant, le déclarant numéro 1, et en général pour le conjoint quand on est en déclaration commune. Mais ce que je te propose, c'est de regarder un exemple concret pour voir effectivement au milieu de tout ça comment ça peut se passer. J'ai pris l'exemple d'un couple sans enfant. Voilà, Anne est mariée, ou en tout cas est dans une situation de déclaration commune, de part fiscale. Aucun versement retraite, ni pro ni perso, n'ont été faits au titre de l'année écoulée. Alors c'est pas tout à fait les mêmes montants, je m'en excuse, mais le salaire ou le revenu d'activité de 55 000 € pour notre déclarant 1, déduction de 10% ou les frais réels 5 500, salaire, pension, rente nette, revenu base taxable 49 500, et pour le déclarant 2, 35 000 moins 3 500, égale 31 500 de base taxable, soit pour le couple, une imposition assise sur un revenu global cumulé du foyer de 81 000 €. Sur la base de taux d'imposition actuel, ça génère un impôt de 12 312 €. Et vous avez, j'ai
coupé et raccourci cette déclaration d'impôt pour avoir effectivement, encore une fois, ma petite échelle d'intérêt. On va y voir sur la partie basse de ce document, les plafonds calculés sur les revenus 2020, hein, puisqu'on est sur une déclaration d'impôt faite en mai 2021, mais sur la base des revenus de 2020. Et on voit que si on prend les petits carrés rouges, c'est pour avoir des repères visuels. Les droits du déclarant 1 sont de 4 950 €, c'est bien 10% du revenu net de frais professionnels du déclarant 1 qui était de 49 500 €. Et puis le petit carré bleu, c'est le second déclarant qui, avec un revenu de 31 500 € net de frais professionnels, c'est une somme qui est inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, a droit non pas à 3 150 €, mais à minimum à 4 114 €, soit 10% des 41 136 € du PAS. Voilà concrètement comment tout cela se passe. Alors maintenant, ce que je te propose, Marc, c'est de regarder l'hypothèse 2, en fait, ce sont exactement les mêmes hypothèses, à une petite différence près, c'est que dans ce foyer, chacun des épargnants, des contribuables, a fait un versement volontaire de 5 000 € sur un produit dispositif retraite, un PER individuel. Alors on va retrouver la partie haute de notre document d'avis d'imposition exactement similaire, sauf qu'on va voir apparaître deux petites lignes particulières sur lesquelles j'attire votre attention, intitulées versement épargne retraite déclarant 1 et versement épargne retraite déclarant 2, 5 000 € chacun, c'était mes hypothèses, peu importe, soit une enveloppe de 10 000 €, et concrètement, quand on dit qu'on va parler de conforter sa retraite en défiscalisant, il se passe quoi? Il se passe que le revenu du foyer taxable de 81 000 € va tenir compte et de ces versements, et on va défalquer ces versements de l'enveloppe globale. Donc le revenu imposable ne sera plus dans cette hypothèse de 81 000 €, mais il tombe à 71 000 €, soit effectivement un impôt dû de 9 312, à comparer avec les 12 312 € qu'aurait pris ce couple s'il n'avait pas fait ces ajustements et usage de dispositifs. La partie basse, c'est pour que vous puissiez constater effectivement sur cette petite échelle d'intérêt comment ça va se passer, juste pour la bonne compréhension, c'est que le plafond va être utilisé intégralement tant pour le déclarant 1 que pour le déclarant 2 dans la ligne plafond non utilisée pour les revenus 2020. Hein, donc il n'y a plus les 4 876, mais c'est tombé à 0 pour le déclarant 1, et les 4 052 sont aussi à 0 pour le déclarant 2. Et en même temps, comme le versement de 5 000 € est supérieur à ce montant, le différentiel va être ponctionné sur le plafond non utilisé, le plus ancien, à savoir celui des revenus 2018. Si le déclarant 1, à titre d'exemple, avait versé les 10 000 €, nous aurions également cette ligne-là à 0, et ça aurait, au regard des calculs comme ça au doigt mouillé, même impacté un petit peu la déclaration, le plafond non utilisé de 2019. J'attire à ce stade votre attention sur le point suivant. C'est disponible, monsieur, madame, sont propres à chacun au regard des modalités de calcul, mais se partagent. Dans l'exemple, nous pouvons effectivement tout à fait, on voit que les droits sont de 35 000 €. En gros, si je reprends la partie gauche, s'il ne s'était rien passé, ces 35 000 € peuvent se répartir 35 000 et 0, 0 et 35 000, ou toute la décomposition que nous pouvons faire à l'intérieur. J'attire juste votre attention, c'est que si les droits se partagent, il conviendra quand même de veiller, selon vos situations matrimoniales, de veiller, si vous êtes sous des régimes de séparation de biens, à l'origine des fonds, puisque si les droits se partagent, effectivement, les sommes qui vont être placées, le fils pourrait être amené à regarder pourquoi monsieur ou madame qui a 0 revenu a été en capacité de verser X dizaines ou milliers tout simplement d'euros. Voilà, juste ce petit point d'attention. Alors, ce que je te propose également, tu l'avais évoqué dans ta boîte à outils, puisque là nous sommes partis sur l'individuel, sur l'exploitant, tant au niveau de son exploitation qu'au niveau individuel, c'est de regarder un autre champ, celui de l'épargne salariale, pour lequel on l'évoque maintenant, tout simplement parce qu'il y a une petite contrainte, c'est que ces dispositifs ne peuvent être mis en place que dès lors qu'il y a un salarié dans l'exploitation. Voilà, donc pour tous ceux qui sont en affaires exploitants et conjoints collaborateurs ou pas, ou qui n'ont pas de véritables salariés au sens code du travail du terme, se retrouvent de facto
à ne pouvoir piocher que dans les dispositifs que nous venons de voir précédemment. Par contre, pour tous ceux qui ont un salarié, de pouvoir arriver dans cela et qui comprennent quand même un grand nombre d'avantages également. Alors on va passer rapidement. Qui peut être éligible? D'abord le dirigeant, à condition d'avoir un effectif annuel moyen sur les 12 mois civils de l'année précédente, un salarié. Et il faut également que le jour où il verse, il y ait toujours un salarié dans l'exploitation. Et puis, comme ça s'applique à tout le monde, chef d'entreprise, mais également à ses salariés, les salariés, eux, peuvent avoir une contrainte d'antériorité maximale de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour être éligible à ces dispositifs. Donc, le contrat que tu vas prendre pendant l'été pour t'aider sur les moissons ou pour que sais-je encore, effectivement, il sera exclu de ces dispositifs puisqu'il n'aura pas l'ancienneté requise. Bien évidemment, qui peut souscrire? On me dit souvent, ouais, mais c'est que pour les grosses sociétés, etc. Mais non, toute entreprise, même association, quel que soit son statut juridique, le I, le ARL, les EURL, les SAS, tout ce qu'on peut envisager, dès lors qu'effectivement elle aura au moins un salarié au sens du Code du travail. Et je pense et je reste convaincu que justement, plus les sociétés, les structures sont petites et plus c'est facile de mettre en œuvre, justement dans une logique que j'aime souvent à évoquer, c'est que pour vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, les exploitants agricoles, c'est l'opportunité de faire de la transformation de patrimoine professionnel en patrimoine personnel. On y reviendra très rapidement. Un petit focus sur ce qu'est un vrai salarié, Marc. C'est quelqu'un qui a un contrat de travail assorti d'une fonction technique. Jusque-là, c'est toujours assez facile à trouver et à faire, mais qui s'insère dans le cadre d'un lien de subordination hiérarchique. En d'autres termes, on peut se faire démettre de son poste, pour employer un terme peut-être plus pudique que de se faire licencier, que la rémunération elle soit directe par l'employeur, hein, donc personnel à disposition, etc., ça n'est pas possible. Et surtout, le dernier point, c'est qu'effectivement, dès lors que je me serais fait remercier par mon employeur, je serais éligible aux prestations des ACEDIC et de Pôle emploi. Alors, comment ça fonctionne? 2 plans, 2 réceptacles. Le premier, le PEI, le plan d'épargne interentreprise, c'est un plan à horizon de blocage, puisqu'effectivement tous les avantages fiscaux ont une contrepartie. C'est un horizon de blocage pour le PEI de 5 ans, avec une douzaine de cas de déblocage liés à des événements de la vie courante, on va dire pour moitié plutôt sympathique et pour l'autre moitié que je ne souhaite pas à qui que ce soit. Et son grand frère, le Pérécoli, qui lui a un horizon de blocage beaucoup plus lointain, puisqu'il est à horizon retraite, qui ne comprend que 5 cas de déblocage en plus de la retraite, 4 que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, et un qui est quand même assez attractif, c'est celui de l'acquisition de la résidence principale. Et on me pose souvent la question, c'est pas en primo-accédant, c'est à chaque fois que j'acquiers une résidence principale. Donc un jeune exploitant, le fils d'un exploitant qui est salarié dans une affaire et qui s'installera un jour ou l'autre pour quitter le nid familial, pourra utiliser les dispositifs tant du P2E que du Péréco pour pouvoir servir d'apport dans le cadre de l'acquisition ou de la construction de sa maison. Alors comment s'alimentent ces plans? Parce que c'est bien beau d'avoir les réceptacles, mais à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent dedans. Principalement par des versements volontaires. Le versement volontaire, il pourra être assorti de ce qu'on appelle, parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait un avantage, d'une règle d'abondement. Une règle d'abondement, c'est une règle qui est déterminée par l'exploitant, qui peut être modifiée tous les ans par année civile, et qui va déterminer, dans les hypothèses maximales, les règles d'alimentation complémentaire par l'exploitation, charges déductibles, qui sont au maximum de tripler la mise de fonds de l'épargnant. Dans un plafond, c'est quand même encadré de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale aux arrondis près 3 290 € pour le P2E, à savoir que si moi, épargnant, exploitant, conjoint collaborateur ou salarié, je verse 1 096 € dans ce PEI, l'entreprise pourra rajouter jusqu'à 3 290 €. Le fonctionnement du Pérécoli est exactement le même. Les règles sont les mêmes. Le triplement possible du versement de l'épargnant, mais avec un plafond qui est doublé, à savoir qu'on n'est plus sur 8%, mais 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui concrètement veut dire que si je verse 2 193 € dans ce plan, l'exploitation alimentera à hauteur de 6 581 € complémentaires.
Donc si, et tu as déjà fait le calcul, j'en suis convaincu, encore une fois en faisant abstraction de toutes les virgules, pour 3 300 €, grosso modo, d'effort d'épargne, c'est une somme, j'en conviens, mais qui de toute façon viendra de l'exploitation. L'exploitation me donnera en supplément de cette somme, en franchise fiscale, tant pour l'exploitant, exploitation, que pour le bénéficiaire, exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu, un léger complément de près de 10 000 €. Si je fais ça tous les ans et que je veux m'en servir pour acquérir ma résidence principale, je pourrais quand même assez vite avoir quelque chose qui soit significatif en termes d'apport. Petite particularité, si certains exploitants avaient des problématiques de purge de jours de congé, de RTT, il n'y en a pas forcément beaucoup dans le monde agricole, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, donc là, ça sera vraiment pour les salariés, il est possible de les monétiser, donc de les basculer, on purge le compteur congé de l'exploitation, de les monétiser dans le pérécole. L'avantage, c'est qu'il y aura des exonérations de charges patronales, des exonérations de charges salariales. Retiens dans les grandes lignes que moi, salarié, je décide de monétiser 10 jours, j'aurai la contre-valeur euro de l'équivalent de 11 jours en tant qu'épargnant. Et toi, en tant qu'exploitant qui m'emploie, tu feras à peu près une économie de 20% sur chaque journée au regard des exonérations de toutes ces charges. Alors, petit rappel qu'on a déjà évoqué, le chef d'entreprise, ça c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister, reste maître de son dispositif. Il en fixe lui-même la règle et le montant. L'abondement demeure facultatif. Il est évident qu'un PEI ou un pérécolis non abondé, il ne va pas se passer grand-chose, on ne va pas se leurrer. Il peut être modifié chaque année par simple décision du chef d'entreprise. Il est reconduit par tacite reconduction si on ne touche à rien. Et le point d'attention, c'est qu'effectivement, nul ne peut en être en écarté, on ne peut pas individualiser. Cher Marc, je t'aime bien, je vais tout mettre au taquet, et tel autre collaborateur que j'aime moins, je vais le traiter différemment. Non, ça s'applique à tout le monde. Maintenant, on est entre nous, avant qu'un employé agricole, je ne parle pas d'un éventuel membre de la famille, je parle d'un vrai tiers, aille potentiellement investir jusqu'à plus de 3 000 € dans le PEI et le pérécolis de l'exploitation agricole. Très honnêtement, je serais le premier surpris si tout le monde allait alimenter ça au taquet avec les règles et les contraintes, encore une fois, de blocage à 5 ans ou à retraite que cela comprend. Alors le cadre fiscal, il est évident parce que, on va avoir des exonérations de charges sociales et patronales sur l'abondement. 1 € donné au titre de l'abondement, c'est 1 € de charge pour le bilan de l'exploitant, et c'est 0 charge sociale, tant patronale que salariale, mais on verra après sur les épargnants et les bénéficiaires. Et surtout, c'est déductible du bénéfice agricole, ce qui va réduire le résultat, réduire l'assiette de taxation MSA. Donc, quelque part, une partie de cet effort, puisque effectivement, la société va bien distribuer du cash, est payée pour partie par la MSA et par l'État à travers l'impôt sur le revenu, nos amis de Bercy. C'est déductible du bénéfice imposable, on est exonéré même dans les structures de moins de 50 collaborateurs, ce qui va représenter quand même une bonne partie de cette typologie, de forfait social. Donc c'est 1 € donné, 1 € quasiment dans la poche du collaborateur, qui lui-même est exonéré de charges sociales salariales, est exonéré d'impôt sur le revenu. Alors si on veut vraiment être puriste, on prendra soin de préciser quand même que la CSG-CRDS, on n'y coupe jamais, reste due. Taux de 9,7 à l'entrée sur l'abondement perçu, tu me donnes 100 € d'abondement, effectivement, il y a 9,7 € qui partiront dans les caisses sociales, mais il va quand même m'en rester plus de 90. Je te laisse faire le calcul avec une prime de 100 € par exemple, ce que ça te coûterait et ce que j'aurais moi en tant que bénéficiaire. Et puis à la sortie, exonération toujours d'impôt sur le revenu, par contre, toujours les prélèvements sociaux, 17,2%, au titre des plus-values réalisées, puisqu'effectivement les sommes qui viendront dans ces réceptacles seront investies à la main de chaque épargnant sur des supports qu'il conviendra de retenir en fonction de sa situation personnelle, de ses projets et de leur horizon. Il est évident que si je suis à la veille de signer pour l'achat ou la construction de ma maison, j'irai peut-être pas me mettre à 100% marché action, je serai peut-être plutôt sur des supports très sécuriser les moins volatiles possibles pour éviter d'avoir des turbulences qui me seraient défavorables.
Alors ce petit schéma, juste pour rappeler le différentiel qu'il peut y avoir pour une somme de 1 000 € de prime brute que j'envisagerais de donner à un collaborateur. Comment ça se passe? Tout ça est très synthétique et schématique. En gros, sur l'exploitation, ça lui coûte 1 500 € avec des cotises CSP, charges sociales patronales. Le salarié se prend à peu près 25% de charges sociales salariales. Il a plus que 750 € dans la poche, mais nos amis de Bercy passent encore par là. Et s'il est imposable, la première tranche, c'est 11%. Il lui reste donc 668 €. Si je fais le parallèle avec le versement d'un abondement dans un plan d'épargne, toujours, moi, en tant qu'employeur, j'ai un budget de 1 000 € à donner à mon collaborateur. Le coût pour moi ne sera que de 1 000 €. Et, en tenant compte de ce que j'évoquais, CSG, CRDS, au taux de 9,7, le salarié aura, moyennant un engagement de blocage à minima de 5 ans, 903 € d'épargne. J'ai mis des petits feux tricolores pour qu'on voit la différence, mais je pense qu'il n'était pas forcément besoin de mettre les couleurs, tant ça me semble à peu près évident pour tout le monde. Petit focus et point d'attention sur les 4 déblocages. On ne va pas tous les regarder, vous les avez sous les yeux, vous pourrez figer l'écran dans les replays pour les revoir, mais je voulais juste attirer l'attention sur un point qui me semble être important dans le monde agricole. Le premier, l'acquisition de la résidence principale, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'enfant de l'exploitation qui travaille dedans et qui va vouloir à un moment donné aussi avoir son propre logement plutôt que d'habiter chez papa et maman. Ok, ça j'en ai déjà parlé. Par contre, à travers le P2E, il y a une ligne que tu n'auras pas manqué de voir, c'est la création ou la reprise d'une entreprise par le bénéficiaire, son conjoint marié ou pacsé, ou de l'un de ses enfants. Concrètement, un exploitant qui souhaiterait transmettre à un moment donné à l'un de ses enfants qui reprendrait l'exploitation, l'enfant serait en mesure de débloquer son épargne salariale, mais le père et la mère, s'ils étaient tous les deux dans l'exploitation, seraient eux aussi en droit de débloquer leur plan d'épargne entreprise, puisqu'on ne sera que sur le PEI, pour aider l'enfant à cette transmission interne. Clairement, on va dire qu'une partie du patrimoine et de la rentabilité prise sur l'exploitation tout au long d'une carrière servira au bénéficiaire, s'il est en structure familiale, ça va de soi, à pouvoir racheter l'exploitation aux parents. Les autres cas, encore une fois, mettons-les de côté. Alors, juste un petit point de fiscalité pour regarder un peu à quelle sauce on va être mangé. On l'a évoqué, je vais le rappeler très rapidement, puisqu'on pourrait rentrer dans quelque chose d'un peu complexe, surtout sur, de mémoire, le tableau d'après. À l'entrée, l'intéressement, certaines exploitations agricoles en mettent, mais l'abondement ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. De la même manière, intéressement, abondement ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans les péricolis. Les jours de repos, comme je le disais tout à l'heure, sont partiellement exonérés de charges salariales, tant patronales que de charges sociales, pardon, tant salariales que patronales, et ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et en outre, dans les péricolis, à l'image de ce qu'on a vu sur le PER individuel, puisque la possibilité est offerte aussi dans ce dispositif, c'est de faire des versements volontaires, dans le respect des plafonds épargne-retraite que nous avons vu quelques slides plus tôt, ma fameuse échelle d'intérêt, et qui rendent la déductibilité de vos versements au titre de vos revenus imposables. Celui-là, il fait un petit peu plus mal à la tête, j'en conviens. On va commencer, si vous le voulez bien, par en haut à gauche, la fiscalité à la sortie du PEI. Premier point de satisfaction, puisqu'en France, on est plus pro-capital que pro-rente. On sort en capital, on est en exonération d'impôt, on sera juste taxé sur les gains, les plus-values que nous aurons réalisés, au taux de 17,2. Le péricolis, c'est un petit peu plus complexe, puisque nous allons avoir 3 compartiments à l'intérieur de ce produit. Le compartiment 3, que je vais mettre rapidement de côté, puisque lui ne servira qu'à rapatrier des avoirs dont on a pu être bénéficiaire au titre d'anciens employeurs dans d'autres sociétés, dans d'autres vies professionnelles, et qui traînent un peu ici et là. On va pouvoir les rapatrier pour les avoir dans une seule poche et pouvoir éviter d'arriver dans ce qui arrive trop souvent, de les oublier ou de les perdre. Le compartiment 2, celui que dans mon jargon j'appelle IPA, intéressement, participation, abondement, et puis bien évidemment tout ce qui était déjà dans des PERCO ou des CET précédemment, opportunité donnée de sortir en capital et ou en rente, on peut mixer, avec un fonctionnement pour la sortie en capital qui est exactement à l'image du PEI, exonération d'impôt sur les revenus, seule taxation au taux de 17,2 CSG-CRDS sur les plus-values, la rente viagère étant quant à elle une rente viagère dite à titre onéreux. Pour faire simple, quand vous aurez une rente, si vous choisissez la rente, de 1 000 € annuels par exemple,
et que vous avez fait valoir votre liquidation entre 59 et 69 ans, ce qui sera quand même une fourchette en l'état actuel des choses assez large et surtout majoritairement utilisée, vous ne réintégrerez ces 1 000 euros que pour 400 euros. Donc vous serez taxé sur la base de 400 euros. Tout ça pour le mettre par différence avec ce qu'on appelle la rente viagère à titre gratuit, qui elle fonctionne exactement comme le salaire. J'ai 1 000 euros, je les remonte dans mon avis d'imposition, j'ai droit à 10% de déduction frais professionnels, même si quand on est retraité, ça peut être un peu bizarre comme terme. J'ai donc 900 euros et je décline mon impôt dessus. Les versements volontaires, là, on va rester sur la partie en capital des versements déductibles, puisque c'est quand même l'intérêt d'alimenter avec des versements déductibles pour améliorer sa fiscalité quand on est actif. J'ai gagné à l'entrée, je réintégrerai à mes revenus et donc je serai taxé à l'impôt sur le revenu. Alors effectivement, élément de réflexion par rapport à ça. Oui, mais si je repère en sortant quel intérêt à gagner maintenant, je pense qu'on a plus besoin d'utiliser les leviers de la fiscalité quand on est quadra, quinca, que quand on est plus proche de la fin de vie professionnelle, d'une part. Deuxième élément, c'est que en matière financière, 1 euro aujourd'hui vaut plus cher que 1 euro demain, dans un monde normal. Et puis, il est possible et vraisemblable qu'au regard de l'évolution de nos régimes de retraite, malheureusement, nous ne soyons plus dans les mêmes tranches d'imposition quand nous serons pensionnés que quand nous sommes actifs. Donc on va gagner assurément sur le temps et on gagnera probablement sur le taux. Si vous n'avez pas choisi la déductibilité, on ne va pas vous taxer à la sortie quand même, ça serait un petit peu gonflé si je peux me permettre l'expression. Voilà pour cette partie capitale. Et pour les rentes, selon la situation déductibilité ou non déductibilité, l'une sera à titre viagère et l'autre sera à titre onéreux. Exactement, vous l'avez en synthèse, à l'image de ce que j'ai déployé déjà sur les 2 autres dispositifs. Merci Olivier. Si je comprends bien, que ce soit l'ADEP, le Perrin ou le P2E, l'exploitant peut choisir soit de verser ou soit de s'abstenir s'il rencontre une année plus compliquée. Au final, nous sommes sur des produits qui sont très flexibles et qui s'adaptent aux revenus fluctuants de l'agriculture. Et dans tous les cas, ces 3 produits permettent de déduire ou de baisser son imposition à l'impôt sur le revenu, mais également son imposition sur les cotisations MSA. C'est tout à fait ça, Marc. Ce sont des dispositifs dans le cadre de la fameuse boîte à outils que tu évoquais, qui vont permettre à chacun, au gré de leurs envies, de leurs besoins et surtout de leurs capacités, de pouvoir aller chercher, encore une fois, de la transformation de patrimoine pro en patrimoine perso, et tout en améliorant leur fiscalité au fil de l'eau. Merci Olivier. Vous voyez, dans tous les cas, se protéger contre les aléas au travers de la DEP, sécuriser ses revenus à la retraite au travers du Perrin, ou motiver ses salariés au travers d'un P2E, tous ces sujets sont compatibles avec une approche dynamique de votre optimisation fiscale sur vos revenus. Dans tous les cas, l'optimisation fiscale doit toujours être au service de votre stratégie globale d'entreprise. Sur tous ces points, nos conseillers au CIC sont à votre disposition pour vous accompagner, pour répondre à vos besoins. Et notre webinaire se termine sur ces points. Merci Olivier. Et bien sûr, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors Marc, je voudrais t'interpeller sur une question que nous avons reçue de Eric et que j'ai notée pendant notre intervention. Tu nous as parlé donc de la DEP, de ses avantages, de la possibilité de placer sur des comptes propres à recevoir ces fonds. La question est la suivante et elle m'intéresse également au plus haut point. Comment sont fiscalisés les intérêts de ces comptes DEP ? Alors, c'est une bonne question. Ce compte DEP, je l'ai précisé dans le webinaire, est inscrit à l'actif du bilan. Et Bercy admet que les produits financiers issus de ce compte puissent être, exclus ou extournés du bénéfice agricole et donc fiscalisés selon les revenus des capitaux mobiliers. Voilà.
D'accord, très bien. Voilà. Alors moi, j'ai une autre question, alors qui est de je ne sais pas, Pierre, je crois, Pierre, c'est ça, qui me demande, enfin qui nous demande, mon fils finit ses études et prévoit de reprendre l'exploitation. Si je comprends bien, si je salarie mon fils, je peux défiscaliser son installation. Bon, alors oui, c'est ça, en quelque sorte. Alors, celle-ci, elle est plutôt pour moi, Marc, je pense. Il y a deux éléments dans cette question. Pour rappel, dans les cas de déblocage que nous avons évoqués précédemment, l'épargnant est en droit de débloquer son épargne salariale placée dans le PEI pour la création ou la reprise d'une entreprise, qu'elle soit agricole ou autre d'ailleurs, pour lui-même, son conjoint ou l'un de ses enfants. Donc, dans ces propos, je crois comprendre que notre interlocuteur, Pierre, le fils de Pierre, envisage de rejoindre l'exploitation et qu'à terme, il sera à même, je crois, discerné d'éventuellement la reprendre. Alors, j'attire juste quand même un élément d'attention, c'est que quand on parle de création ou de reprise d'entreprise, ce qui serait le cas, on parle d'une création donc ex nihilo ou d'une reprise, mais pour soi. On n'est pas sur une prise de participation où je pourrais être à 10% avec mes parents, puis 50, puis 100 à terme. C'est bien pour avoir la reprise intégrale de l'affaire. Donc, qu'il soit salarié, dans un premier temps, ça va lui permettre d'utiliser les leviers de l'abondement au P2E et au PERECO, bien sûr, mais surtout le P2E dans cette optique, pour pouvoir faire des versements volontaires, récupérer l'abondement. Les parents, s'ils sont tous les deux exploitants ou co-exploitants, pourront en faire de même. Et le jour où sera venu le moment de reprendre l'intégralité de l'exploitation, les trois personnes seront, donc papa, maman et le fiston ou la fille, seront à même de pouvoir utiliser ce cas de déblocage pour sortir l'épargne salariale, qui n'y suffira peut-être pas au rachat de l'exploitation selon le montant et les sommes en jeu, mais il lui sera tout à fait possible de les avoir en apport, aux côtés, bien évidemment, d'un crédit bancaire que tu te feras un plaisir de lui faire, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces précisions. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Et ça a été un plaisir pour nous de pouvoir échanger sur tous ces points. Et nous vous souhaitons, Olivier et moi-même, une très bonne fin de journée. Au revoir. Excellente fin de journée à vous. Au revoir.